Bien, bonjour à tous. Alors, on a un atelier qui est très intéressant parce qu'en fait, ben, c'est dédié aux managers. Le manager, c'est ceux qui dirigent quand même, donc c'est eux quand même qui orientent un petit peu toute la filière touristique. Juste peut-être avant de démarrer, le temps que les derniers arrivent, tout ça, qui est manager dans la salle? Alors, je vais reposer la question. Qui n'est pas manager dans la salle? D'accord. Donc, mais c'est des futurs managers. Donc, c'est sûrement ça. Donc, OK. Alors pour faire cet atelier, bah écoutez, là vous avez deux acteurs que je connais assez parce qu'en fait on est un peu associés quand même. Vous êtes le groupement ID Réseau qui est là avec Vincent Van de Velde, qui est consultant en stratégie, hein, qui travaille, avec qui on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle depuis 2 ans. Et puis on a Véronique Vidal, ID Réseau, 4V, euh, vélo, je me permets. D'accord. Voilà, enfin bon, toute une histoire avec son mari, 4V, parce qu'enfin, Vivian Vidal, Véronique Vidal, il y en a qui connaissent aussi. Souvent, il a été animateur aussi dans les événements. Voilà, et on va essayer de vous présenter tous les enjeux du management à l'heure de l'IA. D'accord, parce que l'IA, ça bouge beaucoup. Quand on reprend un peu une véritable révolution, hein, qui est en marche, j'espère que vous avez bien compris que c'est pas une petite évolution technologique, c'est une vraie révolution technologique, sûrement plus forte encore que le mobile, que l'internet, ainsi de suite. C'est en train de se mettre en place. On en est juste au démarrage. À la base, ça veut dire qu'en fait, on voit pas encore l'implication directement. On est dans une courbe exponentielle, et pour l'instant, en fait, on distingue un petit peu, mais vous voyez, quand je reprends juste par exemple un moteur de réponse, aujourd'hui c'est à peu près 2% des gens qui vont utiliser l'IA pour faire une recherche sur le web, tout ça. Quand on en sera 98%, ça va changer le monde, voilà, complètement et tout ça. Alors, cette révolution en marche dans le secteur du tourisme, l'IA, c'est vraiment ce moteur-là. En fait, c'est plus une option, mais une véritable nécessité stratégique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le prendre à bras le corps, d'accord, et faire en sorte que ça soit pour vous quelque chose de positif. C'est une urgence qui est pour vous important, manager. Alors, vous êtes au cœur de cette transformation. C'est-à-dire qu'en fait, on va transformer les structures, le tourisme, la filière. Il faut qu'en tant que manager, vous ayez quand même une vision prospective de comment ça va se passer, ainsi de suite. On va le passer en revue sur tout l'atelier, voir tout ce que peut apporter comme opportunité l'IA. Il y a toute une logique quand même liée à l'automatisation. Vous avez dû en entendre parler. On a des ateliers qui sont dédiés à ça aussi, notamment, je crois que c'est cet après-midi. On a des équipes hybrides, on va y revenir aussi. On a de la data, je viens de faire un atelier juste avant aussi, qui est au cœur du sujet, vraiment clé. Et puis, il y a un accompagnement des équipes à la transformation. Donc, c'est vrai que le manager, c'est un pilier central de fait, quoi. Alors, le management, par rapport à ça, il est quelque part à réinventer avec de nouvelles attentes clients. Je vais les passer en revue, des évolutions métiers, des missions qui doivent aussi évoluer dans tous les postes, et puis un jeu concurrentiel aussi qui va s'aiguiser, d'accord, avec de nouveaux acteurs, ainsi de suite. On va passer tout ça. Ça veut dire que dans cette logique-là, le manager, il va passer un peu plus du contrôle. Alors, ça dépend bien sûr de votre profil de manager vers un manager plutôt coach. Et tout ça, on va le passer en revue. Alors, 3 temps pour cet atelier. Le premier temps, je vais le prendre, c'est essayer de comprendre vraiment les impacts et définir ce que c'est qu'une stratégie IA sur un territoire. On va voir après comment l'IA, c'est un allié aussi très puissant pour les managers, parce qu'en fait, on peut faire énormément de choses avec l'intelligence artificielle. Souvent, on n'est même pas, enfin, on n'en prend même pas conscience. Hein, on n'aurait jamais imaginé que. Hein, c'est la phrase qui revient le plus souvent quand on fait des formations, par exemple, là-dessus. Et puis après, c'est vraiment comment on pilote le changement, parce que finalement, derrière la technologie, il y a l'humain. Et finalement, un des enjeux les plus difficiles, je pense, à traiter, c'est comment on va traiter l'humain avec cette révolution technologique. Donc, je vais démarrer avec comprendre l'impact pour définir une stratégie IA. Déjà, c'est côté client. Il faut bien comprendre que les exigences côté client, elles vont changer fortement. Le comportement, pour l'instant, il y a une logique. Enfin, l'adoption est pas très rapide. D'accord, c'est plutôt l'enjeu clé là-dedans. Ça prend un peu du temps, mais on va aller de plus en plus vers une hyper personnalisation de l'offre, hein, que va toucher
sur lequel en fait les clients qui aujourd'hui répondent plutôt à une approche segmentée, bah, en fait là, demain c'est pas segmenté, c'est l'offre qui correspond spécifiquement à moi. Par exemple, moi, Benoît Dudragne, avec ma famille, avec ma petite fille de 12 ans, ainsi de suite, eh ben, c'est pas la même offre que celui qui a un petit garçon de 5 ans. Voilà, c'est aujourd'hui vraiment une logique très, très centrée, individualisée, avec des logiques d'assistants personnels aussi. Alors, vous savez que là, actuellement, dernièrement, il y a eu enfin tous les accords qui ont été faits entre ChatGPT, Claude, qui est en fait Amazon derrière, avec Gemini, qui se sont calés justement avec tous les assistants de tous nos Google, Apple et Amazon. Donc ça veut dire qu'on a l'IA dans les assistants personnels. Si vous faisiez déjà usage OK, hein, je dis pas qui c'est parce que sinon il va me faire encore un truc là. OK, en fait, vous n'aviez pas l'IA. Maintenant, on va avoir l'IA, donc ça va quand même changer beaucoup la donne. Bien sûr, l'avènement de tous les chatbots. La logique aussi, c'est quand je parlais d'individualisation, c'est l'individualisation aussi des expériences. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir démultiplier les expériences. La donnée, elle va vraiment exploser. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, en tant qu'acteur de structure, il va falloir générer de la donnée et générer de la donnée expérientielle de plus en plus forte. Et tout ça dans une logique aussi de respect du tourisme durable, parce que c'est une exigence clientèle aussi là-dedans. Donc, c'est pas toujours facile. Et puis, c'est une logique aussi instantanée. C'est-à-dire, moi, je veux l'information, je la veux tout de suite. D'accord. Donc, ça, et avant, avant, on attendait que le bureau soit ouvert, qu'on allait chercher. Aujourd'hui, non, je veux tout de suite. Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça veut dire tout le temps. Donc, ça, c'est quand même un des enjeux. Il n'y a pas que ça, il y a encore plein d'autres choses, mais c'est vraiment la transformation des attentes clients. Par rapport à ça, on a aussi le côté structure. C'est-à-dire que vous, dans votre structure, l'avènement de l'IA, c'est de nouvelles opportunités. Donc, c'est déjà la capacité d'anticiper les besoins de vos clients, de vos prospects de manière beaucoup plus précise avec l'observatoire, avec plein de choses comme ça. On va pouvoir vraiment mieux mesurer par la donnée, l'analyse de la donnée, les attentes. Donc, ça veut dire apporter des réponses aussi en termes d'offres là-dessus. Toujours la réponse tourisme durable que vous devez faire. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont participé au premier atelier, mais le CRT Nouvelle-Aquitaine qui travaille toute une offre de tourisme durable. Je sais qu'Avignon le fait aussi. Enfin, il y a plein d'acteurs qui le font. Donc, ça veut dire aussi aller travailler ce type d'offres directement avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire aussi à votre disposition pour ça des outils qui sont surpuissants pour réaliser des tâches de tout type. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'outils. Toutes les startups aujourd'hui sont la plupart du temps liées à l'IA. Elles vont vous amener de plus en plus de fonctionnalités. J'en parlais juste en rentrant ici avec, je crois que c'est Yuska qui propose de la vidéo avec de l'IA, ainsi de suite. Et ça, c'est démultiplié. Donc, en fait, d'un coup, on vous donne plein d'outils pour faire plein de choses nouvelles. Et puis, nouveaux acteurs qui vont aussi apparaître dans votre écosystème. Finalement, on va avoir une logique d'une équipe, entre guillemets, augmentée, hein, c'est-à-dire avec des super pouvoirs. D'accord. Donc, et surtout un manager avec des super pouvoirs. Donc la question, c'est si demain on vous donne des super pouvoirs, vous en faites quoi? D'accord. Le véritable enjeu pour vous, il va être ici, quoi. Et on va avoir la logique, comme j'en parlais, d'automatisation et le gain de temps sur de nombreuses tâches. Donc ça, Vincent en parlera aussi. C'est qu'à partir du moment où vous avez des nouveaux outils, ainsi de suite, vous allez faire plus, mais vous allez faire plus rapide avec un autre rendement, ainsi de suite. Il y a un enjeu qui est important à bien comprendre aussi et que je pense que le manager doit avoir dans sa tête, c'est que à partir du moment où on a tous ces outils, il y en a qui vont faire et il y en a qui vont pas faire. Et ceux qui vont faire, à un moment donné, ils vont être très, très puissants, tout ça. Ceux qui savent maîtriser, ils risquent de prendre des parts de marché. Alors, quand on parle d'institutionnel, on se dit, mais est-ce que moi j'ai des parts de marché? Ben oui, vous avez une place quand même, et que cette place, il faut la garder, il faut créer de la valeur, faire attention à tout ça. Donc, cette logique concurrentielle, à mon avis, elle est clé aussi, et de faire attention de ne pas vous faire marcher dessus par d'autres acteurs qui vont de toute manière en disant, mais moi je maîtrise tout, j'automatise tout, je récupère tout et je le fais à votre place. Donc là, ça pose une vraie question. Donc, ça veut dire veille, analyse, se démarquer aussi finement, c'est-à-dire comment moi, destination, j'arrive à me démarquer, et puis où est-ce que je crée de la valeur. Donc, tout est lié aussi à la logique de la donnée par rapport à ça. Donc, la donnée, elle arrive, nouvelle or noire, bien comprendre. Hein, moi, je faisais juste l'atelier sur la donnée tout à l'heure que j'ai fait, c'est pas là où on avait le plus d'inscrits. Je me disais, mais pourtant, c'est sûrement l'atelier le plus important. Si vous comprenez que la donnée, elle est vraiment aujourd'hui le fondement de tout le futur. D'accord. Si vous générez de la donnée client, enfin, de l'offre adaptée complètement aux besoins clients, ça va changer complètement la donne. Donc, explosion du volume de données. C'est vous, en tant que manager, qui allez
donner l'impulsion pour créer cette donnée. C'est aussi la nécessité de la collecter. Il y a plein de façons de la collecter. Avec l'IA aussi, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin. On va sur de la donnée expérientielle aussi. Et puis, on va essayer de la partager. On va essayer de faire plein de choses à ce niveau-là pour que les autres l'utilisent avec toutes les logiques et les contraintes de la confidentialité, de la RGPD, et ainsi de suite. Mais c'est en tout cas un enjeu majeur, un chantier parallèle entre guillemets qui s'intègre complètement dans la logique du manager et sur lequel il faut vraiment partir à fond. C'est pour ça qu'ADN, quand même, aujourd'hui, j'avais Charles-Henri Boisseau qui était là tout à l'heure, c'est un sujet qu'ils ont pris à bras-le-corps et je vous invite quand même à bien réfléchir, même si on a l'impression que c'est un sujet technique, c'est pas si technique que ça, c'est vraiment un enjeu de management. Voilà. Après, on a des nouveaux métiers qui arrivent aussi, donc c'est pour ça que vous êtes obligé d'aborder ces nouveaux métiers. Là, vous en avez quelques-uns qui sont posés comme ça, mais faire des prompts, tout ce qui est curateur de contenu IA, supervision, qu'est-ce qui est produit comme contenu, est-ce que je le vérifie, tout ce qui est multilingue, concepteur d'expérience personnalisée, et de plus en plus hyper personnalisé, générer des storytelling sur la data que vous pouvez récupérer, et puis après des missions, la veille, toute la veille sur les nouveaux usages, tout ça. Et comme là, en plus, on est dans le numérique depuis un petit moment, et franchement, ça avance vite. Hein. Mais alors là, c'est pas que ça avance vite, c'est un turbo. Quoi. En ce moment, aujourd'hui, pour arriver à suivre, c'est compliqué. Donc cette veille, elle est fondamentale. Sinon, vous ouvrez quelque chose, et puis il faut vous créer quelque chose, et d'un coup, vous disparaissez. Développement de chatbot, et ainsi de suite. Bon, en tout cas, une vraie transformation en termes de métier et de mission qu'il faut vraiment considérer là-dedans. J'ai pris un exemple ici. Concepteur d'expérience personnalisée, si vous voulez être visible au niveau des différents acteurs, notamment les chatbots et autres, les Perplexity, ainsi de suite, les moteurs de réponse, ben en fait, il va falloir créer le maximum d'expériences adaptées à tous les types de clientèle, à la multitude de types de clientèle. Plus on aura la donnée, plus l'information sera précise pour eux. Donc, ça veut dire que sûrement, enfin même, je vous le conseille fortement, une partie de l'équipe, notamment ceux qui sont des fois à l'accueil, derrière des banques et ainsi de suite, il faut qu'ils aillent sur le terrain, il faut qu'ils aillent explorer les expériences du terrain, il faut qu'ils les récupèrent, les collectent et qu'ils en fassent une offre. Ça, c'est à mon avis un enjeu majeur pour toutes les destinations, pour tout simplement valoriser et exister dans le paysage touristique et faire en sorte qu'en fait, ils ressortent quand un prospect cherche un sujet d'une expérience touristique. Pareil, à partir du moment où on a des outils comme ça, où en fait on a des robots, je vous invite aussi à aller à l'atelier qu'on fait demain où on va présenter les agents autonomes et ainsi de suite. Ben en fait, vous allez manager des équipes hybrides, d'accord ? Vous allez avoir de l'humain et puis vous allez avoir à côté des bons stagiaires qui sont en fait des stagiaires qui sont des robots à qui vous allez dire vas-y fais-moi telle et telle mission. Juste pour info, moi je l'ai fait il y a pas longtemps. Je lui ai demandé fais-moi une chasse au trésor sur le patrimoine médiéval de Montpellier. Je balance ça. 20 minutes après, j'avais la chasse au trésor sur mon pays. Il me dit, tu veux un site web ? Je dis, ouais, je veux bien un site web. Hop, il arrive, il me fait le site web. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tranquille, mais ça m'a pris 20 minutes. D'accord ? Avant, c'était un projet qui aurait pris je ne sais pas combien de temps. Donc, ça veut dire que si je peux en lancer plein des projets comme ça va changer la donne, d'accord, à ce niveau-là. Et c'est vraiment cette logique, comment vous allez gérer. Donc, c'est exactement ce que je vous disais avec les agents autonomes ici. C'est une nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire que là, il va falloir accepter que des tâches, à un moment donné, on ne va pas les utiliser. D'autres, c'est plutôt toi qui vas le faire, c'est quelqu'un d'autre. Et ça veut dire qu'il faut entraîner toute l'équipe, impliquer toute l'équipe, accepter le changement. Il faut qu'il y ait une véritable solidarité interne. Parce qu'il y en a qui sont très à l'aise avec l'IA. Les jeunes, ils aiment bien ça, tout ça. Il y en a qui sont un peu moins, qui pensent que, bon, ouais, je ne vais pas aller plus loin. Par contre, ils ont une vraie expertise métier. Et ça, c'est qui est intéressant, c'est quand les jeunes qui connaissent moins le métier rejoignent ceux qui connaissent bien le métier, mais qui ne maîtrisent pas l'IA. Et là, en fait, il y a des connexions qui sont très, très intéressantes. Et puis après, il faut vraiment animer l'IA, c'est-à-dire que vous pouvez vous former, ainsi de suite, on va voir que c'est important, mais si vous faites que vous former et qu'après vous laissez tomber le soufflet, en fait, on va pas bien loin. Donc ça veut dire qu'il faut tenir toujours en haleine toute l'animation autour de l'intelligence artificielle pour justement être compétitif, continuer à progresser et l'intégrer dans votre quotidien. Tout ça, moi je vous le conseille, parce que sinon, il y a des grincheux encore, tout ça. Moi je comprends, mais on n'a pas le choix. Vous pouvez bien dire, moi je veux pas d'IA et tout ça, mais l'IA, elle est là, point. Je veux dire, vous n'avez pas le choix, elle est là. D'accord ? Donc maintenant, autant l'accepter, y aller et avec une attitude plutôt positive dans la démarche. Donc former et se former, notamment en tant que manager, acculturation de l'équipe sur tout ce qui est l'IA, tout ce qu'on peut y faire, tout ça, comment ça va transformer le côté paysage touristique, client, tout ça, monter en compétences pour développer une expertise, maintenir de la progression avec de l'animation, je viens de vous le dire,
Et surtout, 2 points, enfin nous avec Vincent on en parle beaucoup, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. La formation ne suffit pas, il faut y aller, il faut faire. C'est en faisant qu'en fait on apprend beaucoup là-dedans. Et puis le manager aussi, parce que des fois on voit les managers qui forment son équipe et qui ne se forment pas lui-même. Et à mon avis, c'est vraiment la clé, c'est de se former soi-même, ne serait-ce que pour comprendre et pour vous-même utiliser l'IA dans votre propre management, dans les stratégies, les projets, ainsi de suite. Et on fait des choses extraordinaires. Donc là, je vous ai mis juste 4 étapes de progression pour comprendre un peu comment l'IA elle peut s'intégrer dans l'entreprise, enfin dans votre structure plutôt. Premier niveau, je génère des prompts simples, des prompts plus structurés, j'adapte des tâches métiers, rédaction, page web, ainsi de suite. Deuxième niveau, je vais utiliser des prompts plus complexes, avec des patterns, ce qu'on appelle séquentiels, en étoile. C'est-à-dire qu'en fait, des prompts, c'est pas juste je pose une question. D'accord, on peut dialoguer, on peut avoir des démarches en logique, feedback, tout ça avec l'intelligence artificielle, sur de la stratégie, de la gestion de projet, des scénarios. À partir de ce moment-là, on va passer à un autre niveau, c'est un champ du possible qui jusqu'à maintenant était inaccessible. Je vais vous le montrer tout à l'heure avec comment je fais un parcours, une chasse au trésor en 2 secondes, mais ça peut être pareil sur plein d'autres choses. J'invente de nouveaux process au cœur et en périphérie de mon métier. Je repense à la notion de ressources disponibles, à la fois en termes de ça, je vais pouvoir le faire avec de l'intelligence artificielle, ça avec de la ressource humaine. Et à la fin, en fait, je vais automatiser des process, je vais avoir une autre organisation hybride avec une ingénierie associée et je fais évoluer ma stratégie. Et à partir du moment où j'arrive là-dedans, qu'est-ce qui se passe? J'en fais plus, surtout j'en fais mieux. Alors attention, hein, tout le monde n'y est pas arrivé encore, il faut du temps aussi dans le mettre en œuvre, plus vite et dans un champ plus large, avec vos super pouvoirs. Voilà, donc ça c'est vraiment le point clé. Donc là-dessus, après, il y a un élément clé aussi à considérer dans le management, c'est de réviser vos process. Parce qu'en fait, tous les process qui sont à l'interne dans la structure, il y a une partie, si vous redistribuez RH, IA, qu'est-ce qui va être fait avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui va être fait avec l'humain? Donc, on va essayer d'améliorer les process avec l'intelligence artificielle, la collecte des données, votre SIT, tout ça. Enfin, maintenant, passer des heures à remplir des fichiers SIT, mais c'est fini, ça. D'accord, il faut arrêter, quoi. Perdez un temps fou. Je veux dire, à faire ce genre de choses-là, l'IA le fait très bien. Par contre, les relire et les enrichir avec de l'expérience, oui, là, on peut faire des choses très intéressantes. Possibilité d'automatisation, toutes les données dont on a besoin qu'on n'a pas, où est-ce qu'on va les chercher? Voilà. Et en fait, la vraie question à un moment donné, quand vous allez analyser vos process, c'est est-ce que ça génère un bénéfice ou pas, quoi. D'accord? S'il n'y a pas de bénéfice, ne perdez pas de temps. Et essayez de regarder le nord aussi. Le nord, c'est l'expérience de vos clients. Donc ici, c'est important, c'est qu'une vraie démarche de stratégie. Donc, comment on fait par rapport à ça? On va partir des objectifs business. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? La satisfaction client, l'efficacité des équipes, la pertinence des services, des nouveaux services. On va identifier les cas d'usage. Donc là, c'est le cas d'usage, c'est vraiment le terme hyper important. Où l'IA peut apporter de la valeur. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Ça demande quoi comme moyen? Est-ce que j'ai les moyens ou pas d'y aller? Parce que des fois, ça coûte aussi, même avec l'IA. Et puis, considérer l'IA comme un moyen et non pas comme une fin. D'accord, ça doit vous aider sans perdre le fil. Et puis, poser une nouvelle stratégie où l'IA devient un vrai projet d'entreprise. C'est-à-dire que c'est un projet avec un chef projet IA, avec une logique d'objectif très précis, comme on l'a posé là-dedans, mais de l'intégrer au bénéfice de l'expérience client. Voilà, donc pas oublier une chose aussi là-dedans, dans cette logique stratégique, l'éthique et l'humain. On va en parler justement avec Véronique, tout ça, mais que c'est quand même des bouleversements comme ça impacte. D'accord? Et la donnée, selon comment on la traite, ça impacte. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce niveau-là. Et finalement, on arrive à un manager augmenté. Hein, et c'est là où je vais laisser la parole à mon cher confrère Vincent, qui va nous expliquer un petit peu la chose. Merci, cher stagiaire. Alors, c'est Hort. Non, mais parce qu'après, il est paternaliste avec moi. Bonjour. Donc, Vincent, je travaille avec Benoît dans Intel Guide des réseaux. Moi, je voulais vous parler en fait de qu'est-ce que l'IA peut vous apporter en tant que manager. Parce qu'effectivement, quand nous, on travaille maintenant depuis 2 ans sur ces sujets-là, et je me suis dit, à l'époque où j'étais manager, j'aurais bien aimé avoir ça en fait. Pourquoi j'aurais aimé avoir ça? Tout simplement parce que déjà, c'est un enjeu, certes, c'est un enjeu pour vous, mais l'enjeu, il faut pouvoir l'adresser. D'accord? Et donc, cet enjeu majeur que vous devez adresser, vous devez avoir du temps pour l'adresser. Et le problème du manager, en général, c'est qu'il n'a pas le temps. Pourquoi il n'a pas de temps? Parce qu'en général, et notamment dans les structures touristiques, qui ne sont pas non plus des structures avec 250 salariés, le manager est aussi un opérationnel. Il doit aussi produire beaucoup. Et donc, quand on regarde à peu près en moyenne ce qui se passe, on sait qu'un manager a au mieux 20% de son temps pour faire des vraies actions de management. Et que 80% de son temps, c'est de la production.
il va produire du plan stratégique, il va produire la présentation pour le conseil d'administration, il va faire les entretiens annuels, il va faire regarder aussi tout ce qui est recrutement, etc., etc., etc. Et en fait, au final, le temps à passer à manager son équipe, à accompagner son équipe dans le changement, en fait, ça devient, dans le meilleur des cas, parce qu'en général, on est plutôt autour des 10%, 20% de ce temps. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, mais du coup, est-ce que l'IA, elle ne peut pas me faire gagner du temps sur ces 80% de production pour que j'aille chercher le temps dont j'ai besoin pour mieux manager l'arrivée de l'IA dans l'équipe, mieux manager l'arrivée de l'IA dans l'entreprise. Alors juste avant de passer sur tout ce qu'on peut faire avec l'IA, et alors vous allez voir tout plein de cas d'usage possibles, etc. Il y a quand même un message que je voudrais vous passer et qu'il faudrait que vous passiez à vos équipes aussi. L'utilisation de l'IA, ce n'est pas uniquement du gain de temps. Et ne visez pas uniquement le gain de temps. L'IA doit vous permettre de gagner du temps, elle doit aussi vous permettre de faire mieux, de faire de la meilleure qualité. Moi aujourd'hui, il y a certaines tâches sur lesquelles je peux réduire 50% du temps grâce à l'IA. Je réduis pas 50% du temps. Je réduis 25-30% du temps. Et les 20%, je les utilise pour faire mieux, pour faire en plus de ce que me fait l'IA, pour faire peut-être l'étape de plus que je faisais jamais parce que j'avais pas le temps dans ce travail de production. Donc gardez bien ça à tête, ne visez pas que le gain de temps, vous devez aussi viser le gain de qualité, parce que sinon, la qualité du travail va petit à petit décroître. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller récupérer un petit peu plus ce temps-là? Il faut que c'est ce que disait Benoît, il faut que le manager déjà se forme lui-même, qu'il soit capable d'utiliser l'IA. Déjà parce que c'est quand même plus facile après pour essayer d'organiser l'arrivée de l'IA dans votre structure, si vous savez de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous devez faire entrer dans cette structure parce que vous l'utilisez vous-même. Et la deuxième chose, c'est que le fait de savoir utiliser cet outil va vous permettre de gagner le temps de management dont vous avez besoin. Alors, j'ai essayé de prendre quelques cas d'usage que j'ai classés par catégorie. Donc, on va commencer par ce qui peut vous incomber et qui touche à la communication et à l'information. Donc, si je liste rapidement comme ça, on a la diffusion d'informations, la préparation de réunions, la rédaction de comptes rendus, la veille, etc. Aujourd'hui, la problématique sans IA de ces tâches-là, c'est quoi? C'est que ça va être chronophage. Alors ça, on va le retrouver pour toutes les catégories, parce que tout est chronophage par définition. Donc ça va être chronophage. On a un risque de perte d'informations. Benoît parlait aujourd'hui de l'intérêt d'avoir une veille. Alors, effectivement, il y a des choses qui sortent tous les jours, mais l'idée, c'est pas de vous dire il faut avoir une veille pour que vous sachiez ce qui sort tous les jours. C'est qu'il faut que vous ayez une veille pour savoir qu'est-ce qui sort et qui est important. Une veille, c'est pas je prends tout ce qui passe, sinon nous, on serait en train d'exploser avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Par contre, comment est-ce que je sélectionne, comment est-ce que je choisis, etc. Donc l'IA, elle peut vous aider en quoi là-dessus? Par exemple, sur tout ce qui est rédaction. Donc vous allez pouvoir utiliser l'IA pour générer un compte-rendu de réunion. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus un seul compte-rendu de réunion, d'accord? Donc pour ceux qui ont été à réunion avec moi ces derniers temps, j'en suis désolé, mais c'est pas moi qui ai écrit le compte-rendu que vous avez reçu. En fait, le compte-rendu se génère avec l'IA et moi, je le prends, je l'améliore, je rajoute des points qui ont semblé anecdotiques pour l'IA, et que moi, je sais que pour vous, dans le cadre du projet qu'on a ensemble, ça ne l'est pas, donc je l'ajoute, mais je gagne énormément là-dessus. Donc tout ce qui est compte rendu de réunion, tout ce qui est la synthèse de rapport, la synthèse d'articles, tout ce que vous devez en fait préparer comme contenu avant une réunion d'équipe, parce que vous avez des informations à transmettre, parce que vous avez peut-être des décisions qui ont été prises à une autre échelle, qui vont avoir un impact sur la structure, vous allez pouvoir synthétiser tout ça et vous allez pouvoir le synthétiser extrêmement vite et de manière parfaitement adaptée aux personnes que vous avez dans l'équipe. Ensuite, vous avez aussi souvent des présentations à faire, que ce soit à des conseils d'administration, à des partenaires, quand vous recevez peut-être des tours opérateurs ou d'autres acteurs de ce type. Là aussi, l'IA, elle peut très facilement vous aider. Elle ne va pas faire la présentation à votre place. D'accord ? Cette présentation que vous l'avez là, même si on utilise tous les trois l'IA, c'est pas l'IA qui l'a faite, cette présentation, c'est nous qui l'avons faite. Mais par contre, tout ce qui est consolidation d'informations, première approche de structure, etc., etc., là, ça vous aide beaucoup. Et en fait, derrière, il vous reste que la mise en forme finale. La veille informationnelle, on en a parlé. Vous pouvez effectivement, on en parlera demain dans un atelier avec Benoît et Lionel de Génial, pardon. On parlera des agents IA. Vous pouvez effectivement avoir des automatisations qui récupèrent de l'information sur les bonnes thématiques, dans les bonnes sources, qui vous reviennent automatiquement. L'information vient à vous et vous allez pouvoir la synthétiser avec l'IA. Donc là aussi, un gain énorme de temps. Autre chose que vous pouvez avoir en tant que manager, c'est l'organisation et la planification. Forcément, c'est des tâches qui vous incombent et qui sont importantes. Alors soit à vous, là honnêtement j'ai pris beaucoup de tâches qui sont ce qu'on appelle dans le jargon, enfin pour moi pour avoir travaillé pas que dans le tourisme mais aussi dans des entreprises privées d'autres secteurs, dans le jargon ce qu'on appelle le middle management.
vous savez, donc ceux qui sont pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire le marteau du conseil d'administration, du comité de direction, du PDG et l'enclume de l'équipe qui, elle, est ancrée dans le quotidien. Et le manager, il se prend des coups en haut, des coups en bas, des coups en haut, des coups en bas, puis il est au milieu. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, c'était sympa, c'est une expérience, quoi. Donc si vous êtes dans ce middle management, vous avez la possibilité aussi, enfin la nécessité aussi quelquefois de gérer de l'agenda, de la planification, des équipes, etc. Ça aussi, c'est complexe, ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de remontée d'informations. Il y a une difficulté à optimiser les plannings et sur ces aspects-là, l'IA peut aussi vous aider. Par exemple, vous avez des agents IA qui vont pouvoir automatiquement analyser les disponibilités de tous les membres de votre équipe, quand est-ce qu'ils sont là, quand est-ce qu'ils sont disponibles. Alors ça, bien sûr, ça implique, et là on revient sur ce que disait Benoît, ça implique de la bonne donnée, donc ça implique que chaque collaboratrice et chaque collaborateur ait un agenda sur lequel il y ait des zones qui sont des zones de disponibilité, des zones de travail, donc que le temps soit organisé dans la structure, parce que sinon, l'IA, c'est pas magique, hein. Si le temps n'est pas organisé, que la data n'est pas bonne, elle ne pourra rien faire. Mais dans ce cadre-là, après, elle va pouvoir analyser les disponibilités et proposer des créneaux pour la fameuse réunion d'équipe. Si elle n'est pas sur toujours les jours à une heure précise et qu'elle est un peu volante, vous allez avoir des facilités là-dessus. Optimisation de la répartition des tâches aussi. Alors là, attention, par contre, c'est pour moi l'occasion de vous dire ça, mais je vous le dirai tout à l'heure. Faites toujours attention à une chose. Les données personnelles de vos collaboratrices et vos collaborateurs sont des données personnelles. D'accord ? Et les données personnelles, en France, c'est encadré par un cadre légal qui s'appelle le RGPD. Donc, vous ne pouvez pas mettre des informations sur vos collaboratrices et collaborateurs dans un outil comme ChatGPT, Gemini, etc. Donc, là, quand je vous dis consolider une base de données anonymisée, c'est ça, j'aurais dû vous le mettre en gras, des compétences identifiées, de la charge de travail de chacun, et là, ça peut vous permettre de peut-être répartir les tâches de manière beaucoup plus équilibrée entre chacun. Pour ce qui est de la planification, bien sûr, vous allez pouvoir, Benoît d'ailleurs en parle régulièrement, de la gestion de projet par l'IA. L'IA va vous permettre, dans le cadre d'un projet en particulier que vous porteriez au niveau managérial, d'identifier les contraintes, les faisabilités d'un projet, les problématiques. Et là, l'IA va pouvoir vous poser tout un cadre au projet avec tous les points saillants que vous allez devoir surveiller et monitorer en tant que manager. Alors, les macro-planning, attention au planning. On se bat avec Benoît depuis 2 ans pour essayer de faire un planning de chargé d'accueil à l'IA. Pour l'instant, ça ne marche pas. Je vous le dis, là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a rentré le temps de travail maximum, le temps de pause obligatoire, les jours de télétravail si on a, les potentialités de RTT, etc. En fait, ce n'est pas que ça fait trop de variables pour l'IA, mais c'est que si tout ça ne permet pas de faire un planning, l'IA ne va pas vous dire « ça ne permet pas de faire un planning, il faut que quelqu'un change ses choix ». L'IA va essayer de vous faire un planning et le planning ne marchera pas. Vous voyez ? Et comme elle n'est pas capable de dire « en fait, là, ce n'est pas possible avec les données que moi j'ai fournies », du coup, elle fait quand même un planning et le planning, il ne ressemble à rien. Donc, il y a cette flexibilité aujourd'hui qu'on n'a pas encore, mais sur du micro-planning de projet, ça peut marcher. Oui, on t'entend. Ouais. Non, je parlais, attention aussi au macro-planning. Là, c'était des macro-planning de gestion de projet. Oui. Ça, par contre, avec l'avènement des IA à raisonnement, on a vraiment basculé dans la capacité en gestion de projet à intégrer du Gantt, par exemple, et à travailler des organigrammes de tâches, tout ça, de manière très qualitative. Donc, on a vraiment passé un cap aussi par l'évolution technologique des agents à raisonnement. Oui, sur des plannings de projet, ça marche. Sur des plannings d'équipe, c'est un peu plus complexe. La prise de décision. Donc, aujourd'hui, quand vous avez une décision à prendre, vous faites quoi ? Vous analysez des données, vous identifiez les tendances, vous évaluez la performance de la structure, du territoire, des équipes, vous préparez des recommandations stratégiques. Ça aussi, c'est des choses qui sont complexes et qui vous prennent du temps, mais qui pourtant doivent être faites. Et là aussi, l'IA peut totalement vous aider. Sur l'analyse de données, honnêtement, on est sur la zone de confort de l'IA. Analyser de la donnée, c'est comme ça qu'elle a été entraînée. Donc, c'est intrinsèque à cette technologie-là. Elle est en totale capacité d'analyser des données. Donc là, vous allez pouvoir, tout ce qui est questionnaire de satisfaction, par exemple. Là, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de traiter les questions ouvertes. Avant, les questions ouvertes, on les traitait pas vraiment. C'est pour ça qu'on a plein d'échelles, plein de oui, non, de voter de 1 à 5, etc. Parce que la question ouverte est compliquée. Si vous avez 3000 répondants,
vous n'allez pas pouvoir traiter une question ouverte. Avec l'IA, vous pouvez complètement traiter les questions ouvertes. Et ça, c'est génial en termes de connaissances pour vous et de données qui remontent. Vous pouvez aussi aller lui donner vos différents KPI que vous avez identifiés, les objectifs que vous vous étiez donnés dans tel ou tel secteur ou pour tel ou tel projet. Et là aussi, c'est pas vous qui allez prendre toutes les données, essayer de trouver du sens à toutes ces données, de les traiter, etc., etc. Vous donnez ces données-là à l'IA. Vous qualifiez par contre, vous, quelle analyse vous voulez, selon quels critères, avec quelle vigilance sur quel point. Et à partir de là, l'analyse va être complète. Vous ajoutez votre valeur ajoutée après par-dessus. C'est pour ça que je vous dis de ne pas viser que le gain de temps. On ne prend pas l'analyse de l'IA en se disant « Ok, c'est bon, c'est fait ». Non, après, déjà, on la lit, on vérifie que les choses sont correctes. Et après, on rajoute sa valeur ajoutée dessus. Comme ça, vous gagnez du temps et de la qualité sur le travail que vous faites. L'aide à la décision. Alors là, j'ai précisé tout de suite, attention aux données nécessaires et à leur structuration. On a fait quelques tests. Quand on a des bonnes données, c'est effectivement possible d'utiliser des modèles prédictifs pour estimer la fréquentation touristique en fonction de plein de facteurs. D'accord ? Vous pouvez aussi, par exemple, si vous êtes sur Google Analytics ou n'importe quel autre d'ailleurs service qui vous permet d'évaluer la fréquentation de votre site, vous faites un export des 4 dernières années de fréquentation du site, vous lui indiquez quels ont été les phénomènes qui ont pu modifier la fréquentation du site, c'est-à-dire en 2020, il y a eu le Covid, le confinement, etc. Donc ça peut expliquer que moi j'ai eu la chance pendant longtemps de travailler à Avignon, que je salue, on a eu, pendant que j'y étais, on a eu effectivement, comme il n'y a pas très longtemps, décès d'un pape, élection de nouveau pape. Le serveur du site a fondu. Parce qu'en fait, tous les gens cherchaient pape, et en fait, je pense qu'ils ne savaient pas forcément le terme de Vatican, donc ils étaient palais, pape, etc. Et on a eu une fréquentation de malade. Ça, il faut l'indiquer à l'IA, parce que sinon, elle ne peut pas faire son analyse correctement, elle ne comprend pas pourquoi il y a des pics. Donc, et une fois que vous avez fait ça, par contre, elle peut vous faire une prédiction. Elle va vous dire, l'année prochaine, voilà, mois par mois, où est-ce que vous devriez être en termes de fréquentation. Ça, ce n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Par contre, vous, en tant que manager, ça peut vous permettre de donner des objectifs un peu smart, en disant, voilà, on se dit que l'année prochaine, si on est là-dessus, on a fait notre travail, il va vous donner une fourchette. Elle ne va pas vous dire vous aurez 3253,2 visiteurs. Mais d'ailleurs, il n'y a pas des virgules de visiteurs. Mais elle va vous donner une fourchette. Vous dites, si on est dans la fourchette, on a bien fait notre travail. Si on est au-dessus, on a été super bon. Si on est en dessous, il faut qu'on regarde un peu ce qu'on a fait pour essayer d'améliorer. Mais au moins, vous avez un objectif qui est un petit peu plus rationalisé. Il faut que tu améliores ton temps, Vincent. Il faut que tu améliores ton temps. Il faut que j'améliore mon temps, ok. Benchmarking, analyse, connaissance client, ça, on en parle souvent. D'ailleurs, on n'a plus d'écran, d'ailleurs, vous avez remarqué ? Messieurs, on n'a plus d'écran, Benoît, on n'a plus d'écran. Voilà. Donc, utiliser les moteurs de recherche approfondis pour analyser les informations publiques des concurrents. Alors ça, tout le monde le fait, donc faites-le. C'est-à-dire que globalement, vous allez pouvoir utiliser tout ce qui... Alors on en parlera aussi demain dans le même atelier avec Benoît sur les nouvelles fonctionnalités. Il y a la recherche approfondie aujourd'hui sur ces IA, ça va vous permettre vraiment d'aller sourcer énormément d'informations sur des tendances dans le tourisme, sur toutes les campagnes de communication qui ont été faites par toutes les destinations, de comparer tout ça par rapport à ce que vous faites vous, à votre destination, comment est-ce que vous pourriez l'appliquer, etc., etc. Donc dans la prise de décision, ça peut énormément vous aider. Si ça marche encore. Plan d'action, bon ça pareil, Benoît pourrait vous en parler bien mieux que moi, mais effectivement, au même titre que sur un projet, vous allez pouvoir gérer du macro-planning, vous pouvez aussi faire un plan d'action, que ce soit un plan d'action dans le cadre d'un projet, que ce soit un plan d'action dans le cadre de campagnes de communication. Moi à l'époque où j'étais directeur de communication dans une structure non touristique d'ailleurs, c'était dans les assurances, tous les ans il fallait que je fasse le plan d'action de com. Ce truc prenait 4 semaines. D'accord ? Alors que globalement, on refaisait à peu près la même chose que l'année précédente, en répartissant le budget un petit peu différemment et en créant un peu d'innovation à droite à gauche. Mais 60% des actions étaient les mêmes. Et pourtant, j'ai passé 4 semaines à faire ce truc-là. Aujourd'hui, on l'a déjà fait plusieurs fois, je suis capable de générer un plan d'action de com en quelques minutes. Après, bien sûr, je vais prendre 2 jours de travail par-dessus pour justement faire en sorte que mon plan d'action soit encore meilleur que ce qu'il pourrait être. Mais en tout cas, le premier jet, lui, il se fait en quelques minutes. Les tâches managériales, donc suivi administratif, RH, etc. Ça sera la fin du coup, donc j'ai bientôt fini, Véro. Force à toi, tu vas y arriver à le faire avec le temps que je te laisse, je te le promets. Tu es très forte. Donc toute cette partie-là,
c'est des parties qui sont extrêmement répétitives et extrêmement chronophages. Pourtant, c'est des parties qui, pour le coup, là, vous incombent totalement en tant que manager, sauf si vous êtes une structure avec une direction des ressources humaines avec 4 personnes, mais on en voit quand même très très peu dans le tourisme des structures comme ça, on va pas se mentir. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, préparation des entretiens annuels ou des entretiens professionnels. Ça, aujourd'hui, la dernière fois, j'étais dans un office de tourisme et on faisait une formation IA, donc je ne dirais pas quel office de tourisme, du coup. La personne me dit « Ah oui, moi, j'ai préparé mon entretien annuel avec IA, du coup, c'était super et tout. » Je lui dis « T'inquiète pas, ton manager a sûrement fait la même chose de son côté. » quoi. Donc, voilà. Donc ça, effectivement, c'est des choses que l'IA fait très bien. Préparation pour tout ce qui est entretien annuel, etc. Par contre, attention, là, je vous le répète, anonymisez, d'accord. Ne mettez pas le nom, le prénom de la collaboratrice ou du collaborateur, etc. Vous pouvez mettre la fonction, mais anonymisez tout ça. Analyse de CV, pareil, ça fonctionne hyper bien l'analyse de CV, pour peu que vous posiez, vous, les bons critères. Et alors l'idée, c'est pas de dire, ok, il va me trouver la pépite. Non, notation sur 10, vous gardez tous ceux qui ont été notés plus de 7, selon vos critères, et après, ces derniers-là, vous allez les traiter comme vous faisiez avant, parce que c'est donc quand même des ressources humaines. Okay, donc c'est vrai que moi, à l'époque où j'avais mon agence, j'ouvrais une porte de chargé marketing, j'avais 190 CV qui arrivaient à Montpellier. Autant vous dire que si j'avais eu ça, plutôt que de m'enfermer avec ma DRH et les 190 CV les passer un par un, j'aurais quand même été content. Même si, attention, là aussi, faites attention à l'anonymisation des sujets. La rédaction de fiches de poste, très simple à faire aussi. Les questionnaires d'auto-évaluation de compétences, ça c'est hyper intéressant aussi, parce que c'est souvent des choses qu'on ne fait pas, parce que c'est un peu lourd à mettre en place. Mais l'auto-évaluation des compétences de votre équipe, notamment quand vous commencez à rentrer dans une démarche de changement liée à l'intégration de l'IA dans la structure, c'est hyper important. De pouvoir prendre la température, de savoir est-ce que qui pense avoir le niveau de compétence suffisant, qui est du coup à l'aise avec ces sujets-là, quels sont les éléments que la personne elle-même identifie comme des manques dans ses compétences pour l'aider à évoluer dans sa carrière, évoluer dans ce projet d'intégration. C'est quelque chose d'hyper intéressant et j'ai fini. Merci Vincent. On va passer la parole. Alors juste pour info quand même, copier-coller, tu sais, quand tu refais le même truc, tu fais un copier, un coller, ça t'évite de passer 4 semaines quand même. Voilà. Tu es moqueur. Bah, attends. Bonjour à tous. Je prends la suite sur la dernière partie de cette intervention autour de... on va parler un peu des humains parce que du coup, on a parlé beaucoup d'IA et tout ça, ça va avoir un impact particulièrement fort parce que finalement, il y a des paradoxes dans notre monde. Plus la techno augmente, plus il y a besoin de se concentrer sur les enjeux humains. Et vous, manager, eh ben, ça va être clairement une problématique, un enjeu absolument fondamental. Donc, je ne suis pas là juste parce que je fais du vélo, je fais aussi là parce que je fais des sciences humaines. Hein, Benoît, il faudra le noter. Après, le vélo, c'est bien aussi, hein, mais ça ne m'a pas fait progresser sur ces sujets-là. Donc, tout d'abord, vous allez effectivement, et je reprends rapidement cette idée de... l'IA, ça va avoir un impact sur le manager de lui à lui, bien sûr. Et Vincent, il vous a montré plein de choses sur les trucs que vous allez pouvoir mettre en place dans votre poste. L'IA, ça va avoir un impact sur les postes de vos collaborateurs. OK, là encore, on en a parlé. Ça va aussi avoir un impact extrêmement fort sur des enjeux plus psychologiques. L'IA, il y a des peurs, l'IA, il y a des inquiétudes, on est dans un monde qui est très anxiogène, on est aussi dans un monde qui est déjà très volatile, il va être encore plus volatile avec l'IA, donc tout ça est source de beaucoup de stress, d'inquiétude, etc. Donc l'accompagnement de l'humain, ça vous retombe sur le coin de la figure, parce que c'est votre job, manager, d'accompagner vos collaborateurs sur cette partie-là aussi. Donc du coup, vous avez un enjeu bien sûr sur l'évolution des postes de vos collaborateurs, mais vous avez bien entendu une responsabilité majeure, particulièrement aujourd'hui, sur l'accompagnement de vos collaborateurs dans ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains. Alors, tout à l'heure, Vincent en parlait, effectivement, quand on interroge aujourd'hui les managers, ils vous répondent que 80% de leur temps est passé à la production et 20% est passé à leur management. Moi, j'accompagne beaucoup de managers, directeurs dans des organisations, si seulement il y avait au moins 20% qui étaient octroyés à leurs collaborateurs. Donc voilà, c'est une moyenne qui n'est pas touristique. Je ne suis pas sûre que ce soit encore une telle réalité dans vos organisations. Je vois vos hochements de tête, donc je valide. Alors, moi, j'ai un peu une bonne nouvelle, j'ai un espoir. J'espère qu'il ne sera pas vain, qui est que puisque l'IA arrive, bon sang, mais c'est bien sûr, vous allez pouvoir baisser votre temps de production et vous allez pouvoir augmenter votre temps pour accompagner vos collaborateurs. Donc ça serait vraiment chouette. Ça serait vraiment chouette parce que finalement, cette productivité,
eh bien, en fait, il y a un biais terrible. C'est que cette productivité, c'est ce qui se voit. Ce que vous faites dans l'humain, ça ne se voit pas. La production, ça se voit. Et c'est souvent pour ça que vous mettez aussi beaucoup d'énergie dans la production, parce que vous êtes même potentiellement évalué sur votre production. Alors, il y a des biais, il va falloir les changer, ces trucs-là. Ça fait partie du cheminement aussi, du changement dans la structure. Alors bien sûr, pour tout ça, il va falloir se former, que ce soit Benoît ou Vincent, ils vous en ont parlé plein de fois. Donc il va falloir se former pour vous approprier cet outil-là de vous à vous, bien sûr. Et puis il va falloir vous former aussi parce que, et c'est pas de moi, mais c'est Cécile Desjous, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur ces sujets-là, qui utilise le terme de manager IA compatible. Je trouve ça très chouette comme intitulé, qui est finalement, même si vous n'allez pas maîtriser tous les tenants et aboutissants techniques, à un moment, vous avez un rôle à jouer en étant détecteur dans l'organisation des opportunités que peut représenter l'IA pour vos collaborateurs. Ça, c'est votre fonction. C'est la fonction de la vision globale de l'organisation et de l'impact de l'IA dessus. Alors du coup, je vous parlais de cette dimension de temporalité et donc de passer de manager productif à manager coach. Hop, je reviens un petit coup en avant, pardon. Alors le mot manager coach, c'est pas un nouveau mot. Hein. Moi, je suis passée par la classe sciences humaines il y a 10 ans. On utilisait déjà cette terminologie-là pour parler de la dernière génération de managers. Bon, de là à dire que tout le monde a basculé, il y a un petit doute encore, malheureusement, parce qu'on est quand même vachement resté dans des managers productifs. Alors là, c'est vraiment le moment de s'y mettre, quoi. S'il y a un moment où vous vous dites, il va falloir que je bascule un peu, franchement, c'est l'occasion ou jamais d'aller travailler là-dessus. Petit préambule par rapport à ça. Un manager, c'est quelqu'un, bien sûr, qui accompagne des équipes et il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, ce management, vous le faites souvent dans des réunions de production, par exemple, dans des réunions de planification. Et il y a une espèce de couche managériale qui est un peu présente dans du management d'équipe, qui est plutôt finalement de l'organisation du travail. Premier point, on peut beaucoup remonter cette capacité-là et cette compétence-là. Manager des équipes, c'est faire plus que d'organiser le travail. On reviendra dessus dans quelques minutes. Et puis ça, c'est très très important, surtout à l'ère d'une révolution, c'est que manager, c'est pas que manager des équipes. Manager, c'est manager des individualités. Très honnêtement, c'est quelque chose qui est assez peu fait. Du vrai temps octroyé à ses collaborateurs en individuel, c'est quelque chose qui est assez peu pratiqué. C'est fort dommage parce que on ne peut pas manager des individus de la même façon. On est tous différents, on a tous des réactions différentes par rapport à plein de choses, on a des vies différentes. Et les gens qui vous disent qu'il faut laisser les émotions à l'entrée de l'entreprise, ce n'est pas des vrais gens, c'est des robots en fait. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc en fait, ce temps individuel, il est souvent travaillé en réaction. Il est rarement travaillé en anticipation. Il y a un truc, il y a un bug, il y a un problème. Il faut qu'on se voit. Donc c'est plutôt en réaction que vous allez avoir du management individuel. Vous n'avez que rarement du management individuel en anticipation. Pour info, la loi ne vous oblige qu'à, moi je trouve ce chiffre juste hallucinant, à rencontrer vos collaborateurs pour un entretien professionnel une fois tous les 2 ans. J'espère qu'on est tous d'accord que ça ne s'appelle pas du management, ça, d'accord ? On ne manage pas les gens en les voyant une fois tous les 2 ans pendant 1 heure dans son bureau. C'est complètement délirant, quoi. Alors, cette dimension du rapport au temps, je voudrais vous présenter un petit outil. Moi, je vous disais tout à l'heure, j'accompagne beaucoup les managers sur ces enjeux-là. Et il y a un outil que j'adore qui s'appelle l'entretien individuel hebdomadaire. Alors, je vous le présente hyper rapidement et on fera un petit calcul derrière. L'entretien individuel hebdomadaire, c'est quoi ? C'est la logique de rencontrer ces N-1 toutes les semaines pendant 1 demi-heure. C'est calé à l'année, c'est systématique et ça passe sur le reste de la planification. Ce que ça dit, c'est toi, mon collaborateur, t'es plus important que la visio avec les autres machins. C'est ça que ça dit. Ça dit, toi, mon collaborateur, t'es important, je t'octroie 1 demi-heure toutes les semaines. C'est un entretien qui est d'abord montant. Le bâton de parole, il est donné au collaborateur. C'est pas vous qui parlez, c'est le collaborateur qui parle. Ok ? Ça, à chaque fois que j'en parle, même si ça a une multitude d'avantages que je pourrais vous exprimer pendant de longues minutes, j'ai quoi comme réaction à chaque fois ? Mais Véronique, mais tu es complètement frappée. J'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Tu te rends compte, j'ai 6 N-1, tu es en train de me dire qu'il faudrait que je passe 3 heures par semaine à rencontrer mes collaborateurs. Et moi, je dis oui. C'est exactement ce que je te dis. Alors, on va faire un petit calcul pour vous montrer un petit peu ce que ce qui se joue derrière ce machin-là. Ça veut dire quoi 30 minutes par semaine à votre collaborateur ? Ça veut dire sur 47 semaines par an, ça veut dire 23h30 octroyées à votre collaborateur. Ça veut dire que c'est 3 jours et demi par an sur 235 jours de travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre collaborateur, il a son manager que pour lui
moins de 1,5% de son temps de travail. Et vous me dites que c'est trop? Mais vous rigolez ou quoi? Comment vous pensez que les gens soient capables de faire leur taf en confiance, d'être heureux, d'évoluer, alors que vous ne leur octroyez même pas 1,5% de temps dans leur temps de travail? Alors la méga bonne nouvelle, c'est que maintenant vous allez pouvoir le faire, parce que Vincent, il vous a expliqué tout ce que vous allez pouvoir faire pour gagner du temps, donc vous allez pouvoir mettre en place ça. C'est un outil d'une puissance incroyable. C'est un outil qui vous permet d'enlever tous les éléments polluants de votre management. Vous allez chercher un café, on vous chope au vol, on ne vous chopera plus au vol. On se voit demain, comme tous les mardis, etc. C'est un outil formidable. Je clôture l'exemple sur le ratio temps. Alors du coup, on parle de manager productif à manager coach. Alors je vous le disais tout à l'heure, le manager coach, ce n'est pas un nouveau mot, hein. Donc je vous ai mis ici une définition un peu littéraire de ce qu'est le manager coach. En gros, un manager coach, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là pour accoucher du mieux de ses collaborateurs, pour mettre ses collaborateurs dans le mieux, de façon à ce qu'ils soient optimisés, de façon à ce qu'ils soient efficaces, évidemment, etc., avec une logique d'autonomie. C'est vraiment l'intention du manager coach. Donc du coup, quand on a l'IA qui nous arrive sur le coin de la figure, qu'est-ce que ça induit pour notre manager coach? Ça induit qu'il va falloir se préoccuper très fortement de ce qu'on appelle le care, s'occuper des gens. Il va falloir beaucoup s'occuper des gens. Donc, ça va dire faire développer vos compétences sociales, les social skills. Ça veut dire appréhender la notion de conduite du changement. Mais vraiment, pas juste avoir une vague idée d'un truc qu'on a entendu un jour. Vraiment, le mettre en place, se l'approprier. Ça veut dire passer en mode personnalisé, parce que vous allez avoir des réactions extrêmement différentes par rapport à cette révolution-là. Et puis, il y a un outil, je vous ai parlé de l'entretien individuel, il y a un outil qui est absolument génial, qui est l'outil du feedback. Sous-utilisé, tellement sous-utilisé, quel dommage en management. Le feedback, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire un retour à votre collaborateur le même jour d'un truc qui s'est passé. D'accord? Ça se passe le jour même. Le feedback, c'est la logique, par exemple, du moniteur d'auto-école qui va reprendre le volant en disant « Attends, là, tu vas te manger le trottoir. » Qui fait juste ça. De façon à ce que ne s'inscrivent pas dans la durée des mauvais comportements ou que s'inscrivent dans la durée, parce que vous les consolidez avec du feedback positif, des bons comportements. Normalement, vous devriez faire un feedback positif et négatif au moins une fois par semaine à tous vos collaborateurs. Positif et négatif. Ça se fait toujours en 3 étapes, un feedback. Un fait, c'est quoi l'impact? C'est un feedback positif, je consolide pour la suite. C'est un feedback négatif, j'attends donc que pour la suite, tu modifies ça. Ça marche hyper bien, hyper intéressant. Vous allez avoir besoin de faire du feedback. Personne ne sait avec l'IA de quoi demain sera fait. Ni vous, ni vos collaborateurs. Vous allez avoir besoin de travailler avec des outils comme cela. Alors, quand on parle de changement, on a, dans la littérature de la conduite du changement, 2 typos de changement. On a une typologie de changement de type 1. Le changement de type 1, finalement, c'est un changement qui ne change pas les équilibres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait grosso modo la même chose, mais mieux, par exemple, ou un peu plus vite. Bref, on est dans la logique de l'amélioration continue. Même là, vous rencontrez parfois de la résistance au changement, mais globalement, elle est assez faible. Quand on est sur des types de changements de niveau 2, on va avoir des systèmes qui se modifient. Et quand le système se modifie, eh bien, on a tout le cadre de référence qui saute et il va falloir le recréer. Ça, ce sont des types de changements dans lesquels vous allez rencontrer clairement beaucoup de résistance au changement. L'IA et l'arrivée de l'IA est un changement de type 2. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est face à du changement? Eh bien, les individus que vous avez en face de vous, ils vont passer par des étapes. Quand on a un gros changement dans la vie, eh bien, il y a la courbe du deuil, par exemple, qui a été posée par Kubler-Ross, qui est une logique de passage par lesquels je vais être amené à traverser des étapes pour accepter ces grandes modifications. Alors, les étapes du changement, elles impliquent plusieurs choses dans la courbe du deuil. La première chose qu'elles impliquent, c'est qu'il faut du temps. Alors, il y a un paradoxe terrible dans la temporalité, dans ce que je suis en train de vous raconter. D'un côté, on vous parle d'un sentiment d'urgence, et d'un autre côté, eh ben oui, il faut aussi du temps, parce qu'il y a des étapes pour lesquelles il faut prendre du temps. Tout ça en ayant conscience de l'urgence de la chose. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que pour accompagner ces sujets-là, eh ben, il y a des sujets qui s'appellent les émotions. L'humain, encore une fois, il ne peut pas se dissocier de ses émotions. Et donc, aujourd'hui, vous, manager, vous allez avoir à accompagner
du choc, de la peur, du déni, de la colère, etc., etc. Et bien pour faire ça, il va falloir développer votre intelligence émotionnelle. C'est vachement plus difficile, si on pouvait se le dire, que de juste organiser le travail, hein. C'est bien plus compliqué et c'est la première personne que vous allez devoir passer sur le grill sur ce sujet-là, c'est vous. Et ça, c'est un peu difficile. Alors du coup, accompagner le changement de type 2, et donc c'est cette logique de courbe du deuil, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est le déni, le choc. Donc c'est peut-être des discours que vous avez entendus dans vos structures. Non mais c'est bon, moi je suis à la veille de la retraite, ça ne me concerne pas ce machin-là. Non mais c'est bon, mon métier, ça fait 20 ans que je le fais, on ne va pas m'expliquer comment le faire de nouveau. Ok, voyez bien là le truc. Ok, ça c'est, hop, je botte en touche, ça m'emmerde. Ok. Deuxième logique, c'est la colère, c'est la peur. C'est non mais en fait je veux pas, j'ai super pas envie. Et j'ai pas envie, ça me met en colère parce que derrière, j'ai peur de perdre mon job, j'ai peur de plus être légitime, j'ai peur d'avoir des gens qui vont me marcher sur la figure, bref, que sais-je. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez quand même en France aujourd'hui, on en a déjà au moins 2 cas, où on a des organisations qui sont allées voir leur CSE en disant alors, en fait, on n'est pas d'accord. Et le CSE est allé jusqu'au tribunal et s'est arrêté du jour au lendemain l'intégration de l'IA dans les structures. Pourquoi? Parce que la conduite du changement n'a pas été travaillée et que vous avez des gens qui ont pensé que c'était un changement de type 1. Je te dis que ça va changer et c'est tout. Rao, vas-y. Eh ben non, en fait, non. Donc ça finit quand même au tribunal, ce machin. Ils vont pas s'arrêter. Ça a arrêté, ça n'a pas enterré, mais ça a arrêté le processus pour qu'on implique du coup les collaborateurs dans le changement et qu'on aille vérifier que ce soit OK, pas OK, etc. C'est cette étape-là. Hein. Ils ont occulté cette étape-là. Vous avez tout ce qui va être lié à la démotivation. Vous, manager, c'est votre job d'accompagner la motivation. Et puis après, la courbe, elle remonte. Vous allez avoir des symptômes qui sont positifs et vous allez avoir des gens qui vont rentrer dans l'acceptation, l'expérimentation et vous allez pouvoir travailler sur l'engagement. Les 2 derniers symptômes sont des symptômes positifs. Les 3 premiers symptômes sont des symptômes de « oula, 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 il va peut-être falloir faire un petit peu attention en fait. Il va falloir prendre le temps de certaines choses ». Alors du coup, quand on veut travailler la conduite du changement, encore une fois, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Et il y a notamment Kotter, c'est quelqu'un qui a posé les 8 étapes de la conduite du changement. Il y a des étapes que je vais vous présenter. Il y en a qui vont aller très vite parce que Benoît ou Vincent vous en ont déjà parlé. Et puis il y a quelques étapes sur lesquelles on va prendre un peu plus de temps. La première étape dans la conduite du changement, c'est de créer le sentiment d'urgence. Ça veut dire qu'il faut pas dire non, mais ça va bien se passer, ça va aller. Non, non, en fait, ça va pas aller. Il y a le feu au lac, les enfants. C'est le discours de Benoît en introduction. Il faut que ça change. Vous n'avez pas le choix, en fait. Sinon, on va mourir potentiellement. Donc, ce sentiment d'urgence, il doit être exprimé à vos équipes pour que tout le monde prenne la mesure que de ne rien faire n'est pas une option. Sinon, l'être humain étant ce qu'il est, il adore la zone confortable de ne rien faire. On ne peut pas. Donc, vous devez créer le sentiment d'urgence. Donc, du coup, vous avez ici des exemples dans un office. La deuxième logique, c'est de former une coalition forte. En gros, il faut que vous ayez des alliés. C'est Koh-Lanta, cette histoire, d'accord? Donc, il faut que vous ayez des alliés. Dans la conduite du changement, il vous faut des alliés. Il faut constituer un groupe pilote qui va vous filer un coup de main. Sauf que dans la conduite du changement, il faudrait que vous ayez en conscience un point très important, c'est que quand on est dans le changement, en fait, statistiquement, on estime qu'on a 15% de la population qui est super OK. Donc ça, c'est les leaders, moteurs. Ouais, trop bien, trop génial, ça va être extra, tout ça. Vous en avez 70%, moi je les appelle le ventre mou. Donc ce sont ceux qui font, ouais, bon alors attends, j'attends de voir. J'attends de voir, je suis convaincue par rien. Vas-y, convainc-moi. Et puis vous en avez 15%, alors eux ils sont convaincus, mais dans l'autre sens. Eux ils sont convaincus que ça les emmerde, et s'ils peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, ils le feront. Donc vous avez un enjeu, vous ici, de miser sur les 15% motivés. Parce que les 15% motivés, ils vont être moteurs pour faire transformer vos 70% petit à petit. Attention, attention, de ne pas laisser trop de libre expression polluante, c'est-à-dire non encadrée, aux 15% réfractaires. Les 15% réfractaires, ils peuvent vous faire du tam-tam en sous-bassement pour aller vous flinguer toute la mise en œuvre de vos projets dans les structures. Donc faites super gaffe à ces gens-là. Il faut pas qu'ils, ce soit pas eux qui, on veut pas que ce soit eux qui nous récupèrent les 70%. Donc il vous faut monter une équipe qui va être moteur sur le sujet, qui va faire basculer les 70%.
Développer une vision, une stratégie, je ne vais pas revenir dessus, Benoît vous en a parlé consciencieusement, donc ça fait vraiment écho à ce que Benoît vous a présenté tout à l'heure. Une étape qui est cruciale dans vos étapes de la conduite du changement, c'est les enjeux de communication. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'une communication dite informative. Il va se passer ça. Ça, c'est OK sur les types de changement 1, pas sur les types de changement de niveau 2. Sur les niveaux 2, prenez le temps de la communication. Non, mais c'est bon, on a compris les 15%. Là, ils vont vous dire, ah, c'est bon, on a compris. Ah, non, les 70%, ils n'ont toujours pas compris. Donc, on va faire des réunions, on va leur donner la parole, on va faire du collaboratif, on va discuter avec eux, on va écouter quelles sont leurs peurs, on va écouter quelles sont leurs angoisses, quels sont les trucs sur lesquels ils ne se sentent pas légitimes, etc. Ce n'est pas de la communication qui va produire des bonnes solutions IA, c'est de la communication qui va permettre le changement, qui va permettre que ces gens-là, petit à petit, rentrent dans la spirale positive. Il n'y aura jamais trop de communication quand vous êtes dans des changements de ce type-là. Donner les moyens d'agir, ça typiquement, c'est principalement la formation, bien sûr. Allez former vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens s'approprient des outils comme ça, tout seuls, comme des grands, il faut les accompagner. On en a beaucoup parlé, je passe. J'adore ce point. Sur 8 points, ce 6e point, ça fait partie des points que j'apprécie particulièrement, c'est la gratification. C'est de donner, de créer des victoires. Ah, mais tu as réussi à faire ça, super, on partage, on en parle, créer des victoires. Venez créer des moments de partage, d'adhésion, de matérialisation, etc. etc. Je vous invite à le faire au-delà de l'IA, hein, d'accord ? C'est vraiment trop bien de faire ce genre de choses. Vous emportez vos équipes quand vous faites ce genre de choses. Vous allez rassurer des gens qui ne sont pas légitimes dans leur tête sur certaines choses. Bref, c'est absolument extrêmement riche à travailler. Et puis, quand vous allez générer des victoires comme ça, vous allez consolider les gains. Ça veut dire que vous allez pouvoir sortir des expériences qui vont dire regarde, Polo, il l'a fait, aujourd'hui son job il est comme ça, aujourd'hui on peut l'intégrer à sa fiche de poste, qui sera la dernière étape, qui est l'ancrer dans la culture de la structure, puisqu'on va rentrer dans des modifications potentiellement de fiches de poste, etc., d'organisation. On peut imaginer même que les services se mettent à fonctionner différemment, etc. Donc, ces 8 étapes de la conduite du changement, certaines, Benoît, vous en avez déjà parlé, certaines, Vincent, vous en avez déjà parlé. Je vous ai fait un petit point d'honneur sur les parties plus humaines de ces points-là. Alors, pour faire ça, le manager coach, il va falloir qu'il développe un truc vraiment important, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et alors là, c'est pas des sujets qu'on a trop dans notre culture française. Alors, c'est dommage, parce que c'est quand même un vrai truc trop bien, trop génial, et que dans la vie, être quelqu'un qui a une conscience de ses propres émotions et donc une conscience de l'émotion des autres, globalement, ça fait pas de mal, hein, je vous assure, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est concrètement être capable de comprendre ce qui se joue en nous, de comprendre l'impact que ça a et de comprendre ce qui se joue chez les autres pour être dans une relation de qualité. Alors, je vous ai mis ici les 5 descriptions de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Alors, je ne vais pas vous passer 2 heures sur l'intelligence émotionnelle, mais je vous suggère hyper fortement d'aller taper dans Google, Perplexity, GPT Search, ce que vous voulez. Petit test pour évaluer mon quotient émotionnel. Et faites-le de vous à vous, pas au bureau, parce que vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec le sujet et tout ça. Ça se tente, allez le faire, allez tester. Ça vaudra ce que ça voudra, c'est un truc gratuit sur Internet. Ouais, n'empêche que ça va commencer à gratouiller peut-être un petit peu là où ça fait mal. Donc, je vous invite à aller vous frotter à cet exercice-là. Et donc, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, ce machin-là ? De vous dire, là, quand même, je suis déjà pas mal. Et sur ce truc-là, je suis pas mal. Et là, vous allez dire, mais je peux peut-être devenir excellent. Ou peut-être que vous allez dire, bon là quand même, c'est un fossé abyssal, hein, je suis quand même très très mauvais, peut-être qu'il faudrait que je progresse sur le sujet. Libre à vous de définir comment vous voulez poser un plan d'action derrière ça. Faites-le, ça ne mange pas de pain, vous le ferez tout seul de vous à vous, personne ne viendra vous demander ce que vous avez eu comme résultat. Mais ça fait un peu progresser. Quand on rentre dans ces procédures-là, dans ces process-là, dans ces logiques-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on se met soi sur le grill en premier. Il faut que vous soyez OK pour vous dire « j'accepte de venir remettre en question des fonctionnements qui sont les miens ». Et ce n'est pas parce que je sais plein de choses que je sais tout sur la relation humaine. Personne ne sait tout sur la relation humaine. On a tous à progresser là-dessus. Et du coup, ce que je vous propose, c'est des petites choses, des petits tips. D'accord ? Vous faites votre marché. Il y a des millions d'autres trucs à faire. Mais je vous propose quelques trucs.
Un premier truc que je vous invite à travailler, ça s'appelle l'écoute active. Vous connaissez tous ce mot-là. Est-ce que vous savez exactement ce que ça veut dire? Peut-être ou pas. Je vous redis ce que c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est écouter quelqu'un en obligeant votre cerveau à ne rien faire. Et bien, c'est super dur. Parce que qu'est-ce qu'on fait tous? Je t'écoute et je suis en train de préparer la réponse que je vais te faire. Je suis en train de préparer la contestation que je vais te faire. Non, c'est pas ça l'écoute active. L'écoute active, c'est de dire cerveau, tais-toi. J'écoute réellement et sincèrement celui qui est en face. Oh, manager, c'est une arme de dingue, l'écoute active. C'est un truc de dingue. Armez-vous de ce machin-là. Par contre, ça demande de l'entraînement, comme le sport, cette affaire, comme le vélo. Coaching. Vous pouvez être un manager coach. Je vous invite à vous faire coacher. J'ai demain un intervenant qui est chef d'entreprise. Eh bien, avec son associé, ce sont tous les deux des gens qui, depuis le début de la fondation de leur entreprise, eh bien, se font coacher, sont accompagnés par un psychologue, etc. Ben oui, encore une fois, hein, on veut être bon sur ces sujets. Le premier, c'est de nous mettre sur le grill. Pour info, dans la même entreprise, il y a des crédits de coaching qui sont octroyés à tous les salariés chaque année, puisqu'encore une fois, c'est un cheminement humain et personnel. Je vous invite à aller réfléchir à ce qu'est le coaching d'équipe. Travailler en réunion, aller faire du canoë, c'est pas du coaching d'équipe. Le coaching d'équipe, c'est sortir de sa structure, ne pas parler de travail, mais parler de relations humaines. C'est ça le coaching d'équipe. C'est aller challenger sur vos équipes, sur la progression au-delà de leurs compétences productives, mais aller les challenger sur leurs compétences relationnelles, par exemple. Je suis ravie dans la salle des gens qui font ce genre de choses et on a pu voir à quel point ça peut être gratifiant dans les structures. Petit outil qu'on utilise en coaching. Pareil, essayez-le, vous verrez bien. Tous les soirs, auto-brief, qu'est-ce qui s'est joué aujourd'hui? Où est-ce que j'ai été bon? Où est-ce que j'ai un peu merdé? Où est-ce que j'ai senti que je dérapais dans la gestion de mes propres émotions? Où est-ce que j'ai merdé parce que mon collaborateur, j'ai pas su gérer ses propres émotions? Petit cahier, hop, faites ça pendant un mois, vous allez voir, ça va vous donner un champ de progression absolument formidable. Je vous invite à aller travailler tout ce qui c'est enjeux relationnels. Il y a des outils qui s'appellent le 10, le MBTI, il y en a plein, la ProcessCom, etc. Ce sont des outils qui permettent de travailler tout ce qui est communication interpersonnelle. Sachez que 9 fois sur 10, un conflit n'est pas lié à un problème de fond, il est lié à un problème de forme. La façon dont on se parle induit le conflit. Pas du tout le sujet de fond. Vous avez déjà probablement vu des gens s'engueuler, et vous les regardez et vous dites, mais c'est incroyable, ils disent exactement la même chose. En fait, ils sont super d'accord, mais ils sont en train de se pourrir. Oui, parce que c'est la forme. Vous éradiquerez 90% des conflits en travaillant ces sujets-là. Le premier à mettre sur le grill, vous, pourquoi pas les équipes derrière. Et puis, dernier outil, c'est rigolo, j'en parlais tout à l'heure sur les stands, il y a un outil génial qui s'appelle la communication non violente. Ça a été produit à un bon moment par Rosenberg. Ça fait partie aussi de ces outils sur lesquels vous pouvez être amené à progresser pour justement être dans la relation, pour être dans la conscience des émotions, etc. C'est le sujet que vous allez avoir à traiter. Hein. Vous aurez une partie tech, vous aurez une partie humaine. Je vous invite à mettre de l'énergie là-dessus. Pour clôturer mon intervention, je voulais juste vous dire un truc, c'est que faire tout ça, c'est dur, c'est sortir de sa zone de confort, c'est peut-être sortir de schémas dans lesquels vous êtes depuis longtemps, mais je peux vous assurer que la gratification humaine, relationnelle, quand vous aurez commencé à créer un cercle vertueux là-dessus, elle est extraordinaire. Je vais parler de Laetitia, 2 secondes, qui est dans la salle. Laetitia fait 3 ans qu'elle travaille en coaching d'équipe sur leur établissement. Elle m'a montré juste là en me disant, regarde, quand on a une équipe qui fonctionne, vous avez réussi à produire un guide de 120 pages, à peu près, toutes produites par l'équipe de l'OT, parce que c'est du transversal à mort, etc. Mais elle était fière, Laetitia, de montrer cet exercice-là, parce qu'on a une équipe sur laquelle il y a un terreau fertile. Vous allez être des fertilisateurs d'équipe, il faut travailler l'humain sur ce sujet-là, et l'IA deviendra un outil génial, et pas un problème de résistance, etc. J'ai terminé. D'avant sans IA. Tout à l'heure, vous n'avez pas trop le choix, donc allez-y. Hein, et puis, essayez de vous faire aider avec qui vous pourrez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire? En tout cas, on est là encore pour y répondre. Normalement, on a dépassé le temps, mais on peut se prendre 1 ou 2 questions sur la pause entre midi et 2. Non, c'est clair. Personne? Ah, quand même. Ah, vas-y. Ouais.
Voilà, c'est bon. Benoît ou Vincent, vous avez parlé d'anonymiser les données personnelles, mais sur, par exemple, un rapport d'activité ou des données globales de la structure, est-ce qu'on peut lui demander de garder les données confidentielles ou il n'en tiendra pas compte, notre ami de chat? Non, ok. Non, après, tu as les chats éphémères. Donc, sur du chat GPT, par exemple, tu peux demander à ce que ton chat soit éphémère. Normalement, il conserve les données 30 jours, officiellement, pour des histoires, mais elles ne rentrent pas dans son apprentissage. Voilà. Maintenant, la question, c'est aussi avec la logique de la loi américaine qui dit que si la donnée est stockée sur le sol américain, n'importe qui peut aller la chercher, enfin, n'importe qui. Le gouvernement peut s'en servir comme il veut, quoi. Voilà, donc je sais que pour beaucoup d'entreprises, c'est quelque chose qui peut bloquer. Maintenant, à voir quand même sur les stratégies que vous développez, tout ça, est-ce que la confidentialité est à ce point-là? J'en suis pas certain. Voilà. Juste pour compléter, effectivement, je vous parlais surtout des données personnelles. Et des fois, il y a des données personnelles dans des endroits où on ne les attend pas. Quand on demande à l'IA, par exemple, de répondre à un mail, ben forcément, il y a le nom d'une personne, il y a son adresse mail, etc. Donc, c'est vraiment sur la donnée personnelle qui est un vrai sujet. Sur après, là, je rejoins Benoît, c'est sur vos données d'entreprise. Bon, après, nous, on a cette vision-là, mais vous pouvez en avoir une autre. Mais bon, on ne travaille pas dans l'armement, dans l'énergie, on ne sauve pas des vies. Enfin, bon, globalement, je ne pense pas qu'on ait des secrets. Même nous, sur nos missions de conseil, on n'a pas la prétention de faire des missions de conseil qui méritent d'être protégées des yeux de tout le monde, quoi. Enfin, voilà. Mais faites attention à ça, ouais, l'anonymisation. Ou alors, vous utilisez un petit modèle de langage en local sur votre ordinateur. Mistral fait très bien ça avec des petits modèles. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec tous les documents parce qu'ils restent chez vous. Mais vous n'aurez pas le même niveau d'analyse que ce que vous avez chez les gros acteurs. Et juste fini, le chat éphémère ne veut pas dire que ChatGPT devient RGPD compatible, hein, pas du tout. Il ne le sera pas. Encore une question, Malika? Merci. Je voulais vous demander, au niveau du management, est-ce que la législation française est en train de revoir des conventions collectives, notamment dans le tourisme, le code du travail, par rapport à cette résistance au changement, l'avenue de l'IA? Parce qu'il y a des métiers qui se transforment, des choses qui changent. Est-ce qu'on doit être à l'affût de ce qui va sortir aussi pour répondre aussi aux salariés? Parce qu'il n'y a pas seulement l'adaptation des process, mais il y a aussi le monde du travail qui mute en ce moment, parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Personnellement, je ne suis pas au courant directement. Véronique? Ça marche pas? Ouais. Non, pareil, hein, il n'y a pas aujourd'hui en tout cas, ce que nous a montré, par exemple, l'exemple que j'évoquais tout à l'heure sur le CSE, c'est que, par exemple, si on veut derrière aller toucher des postes avec des fiches de postes qui n'ont pas été... moi, je l'ai vu dans une organisation, par exemple, hein, on s'est mis à mettre en place des choses et d'un seul coup, on a fait hop là, hop là, hop là, hop là. Attends, à un moment donné, il faut revoir les fiches de poste parce que c'est un outil légal, etc. Aujourd'hui, un travail sur les conventions collectives, je ne l'ai pas non plus dans les tuyaux par rapport à ce que tu proposais. Et par contre, c'est vrai que ça bouge. Moi, peut-être un exemple là, sur un département là, que j'ai accompagné en formation, et je voulais les faire venir témoigner parce qu'ils avaient un projet d'intégration très intéressant, et ça, et donc je les ai appelés, je leur ai dit, tu veux pas venir et tout ça. En fait, il me dit, non, parce qu'en fait, le projet, ils avaient bien poussé, et à l'intérieur, il y a eu une résistance. Il y a une personne qui a bloqué, qui est allée chercher d'autres personnes, et qui a commencé en fait à installer un front anti, donc en fait qui pose la question, exactement ce que disait Véronique, pose la question de comment finalement c'est pas juste de la théorie, quoi, d'accord. C'est à un moment donné, c'est un enjeu pas simple du tout, et c'est dommage parce qu'en fait ils étaient super emballés, enfin vraiment le truc, le plan d'action à la sortie de ça, l'animation, et non, on a tout freiné. Voilà. Donc c'est un témoignage. Je pense qu'on a dépassé l'heure. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. En tout cas, merci. Et pour ceux qui sont branchés IA, il y a plein de choses encore qui continuent. Hein, d'accord. À bientôt.